513e journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes dans un week-end particulier avec une Coupe du Monde de football et l'équipe de France en finale. Et puis demain, ou aujourd'hui à la diffusion de ce blog, la fête nationale. Dans quel ordre on prend les choses? Fête nationale d'abord ou Coupe du Monde d'abord? Premier sujet. Qu'importe, la fête nationale, c'est tous les ans. La Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, je crois. Bon, par conséquent, le phénomène est plus extraordinaire que la fête nationale. Et encore que ce soit la première fois, je crois que M. Macron va faire défiler les troupes devant lui. Non, il était élu au mois de mai-juin la dernière fois. C'est la deuxième fois. Bis repetita placente. Bon, bref. Donc je ne fais pas de hiérarchie entre ces deux phénomènes, bien qu'ils soient différents. Alors parlons un petit peu de la Coupe du Monde de foot. Cette présence de l'équipe de France en finale de football, on sait qu'il y a eu des polémiques sur la composition de cette équipe, et comme dans le passé sur la composition depuis plusieurs années des équipes de France en général. Comment vous la ressentez, vous, cette Coupe du Monde? Moi, n'importe comment, je suis content de voir que la France puisse, à un moment donné ou à un autre, se figurer dans les premiers rangs. Cela étant, je n'oublie pas qu'il s'agit que d'un divertissement, un spectacle sportif auquel sont sensibles quand même des millions de Français qui se projettent, semble-t-il, nationalement dans cet événement. Et en cela, il est politiquement important, même s'il est sans doute éphémère. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons tous la victoire de l'équipe de France en reconnaissant à l'équipe de Croatie son courage et sa valeur. Il ne s'agit que de sport professionnel. N'oubliez pas que j'ai été vice-président du comité Pierre de Coubertin, dont la mission était justement de défendre le sport amateur. Alors sur ce terrain-là, nous avons largement été dépassés, il faut le dire, par la professionnalisation dans tous les domaines, y compris l'athlétisme. Alors, un événement international qui touche l'Europe directement, c'est la tournée européenne du président américain Donald Trump, avec beaucoup d'événements. D'une part, sa visite à l'ONU, avec un rapport de force assez dur, avec les membres de l'OTAN européens, et puis ensuite, ce qui se passe à propos du Brexit. Sur le premier sujet, est-ce que l'OTAN sert encore à quelque chose, d'après vous? Écoutez, si c'est pour défendre l'Occident contre des agresseurs éventuels, elle peut avoir une utilité, mais jusque-là, elle était uniquement tournée vers la possibilité d'une agression russe, qui, Dieu merci, s'est éloignée totalement depuis l'effondrement du communisme en 90, l'arrivée au pouvoir de monsieur, en particulier la présence au pouvoir de M. Poutine, et je pense des relations qui devraient s'améliorer entre l'Europe occidentale et la Russie, que certains continuent à traiter comme l'ennemi numéro 1. Je ne sais pas quel sera l'ennemi prochain, mais il est peu probable, et même certain, que ce ne soit pas la Russie, et que le continent boréal ait à lui une espèce de solidarité diplomatique et militaire évidente. Par conséquent, cessons de considérer les Russes comme les adversaires ou les ennemis possibles. Je crois qu'au contraire, il faut les considérer comme des alliés, travailler avec la Russie. J'ai d'ailleurs dit en d'autres circonstances que je pensais que la mise en œuvre, la mise en valeur plutôt de la Sibérie nécessitait la collaboration de ses propriétaires, si j'ose dire, que sont les Russes, mais aussi des Européens de l'Ouest qui ont besoin d'un grand espace stratégique et politique qu'ils ont perdu avec le Sahara. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre toujours sur la question de l'OTAN à payer davantage? Vous avez vu que Donald Trump rappelle qu'en gros, c'est 3,2% du PIB américain qui est consacré à la défense, alors qu'on touche à un petit peu moins d'1,30 pour ce qui concerne les pays européens. Vous en pensez quoi? Un effort supplémentaire? Oui, il n'y a pas de doute que les Européens ont vécu jusqu'ici sous le parapluie américain et à ses frais. Et il n'est pas tout à fait anormal que le président américain considère que les pays européens qui sont à ses yeux les plus menacés, encore que, soient aussi appelés à payer, à faire effort dans le domaine financier en particulier, pour contribuer à la défense commune.
Alors, des faits divers, car il y a des faits divers en France en ce moment, dont l'un en particulier dont je vais vous parler qui passionne l'opinion. Vous savez peut-être qu'en ce moment, 2 hélicoptères militaires français sur 3 ne peuvent pas voler, compte tenu de l'état de maintenance où ils sont. 2 sur 3 ne volent pas. Or, il y a des hélicoptères qui volent bien, ils servent aux évasions de prisonniers. Alors, on n'a pas eu l'occasion d'en parler dans un blog précédent, mais cette évasion, avec un garde des Sceaux qui nous explique qu'il est normal qu'il n'y ait pas eu de filet à cet endroit-là parce qu'on n'y va pas. Ben, la preuve, c'est que ça peut marcher. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas la première fois qu'un détenu est arraché, en quelque sorte, à la prison avec un hélicoptère. Mais je crois révéler aujourd'hui que la première tentative de le faire était de notre fait, avait été imaginée pour sortir Bastia-Thierry, condamné à mort, et que tout était prêt, l'hélicoptère loué, les plans mis en place sous la direction d'ailleurs du commissaire Dide, qui était député de Paris, et député de la région parisienne, parce qu'il était député du nord de Paris. Et que ça a échoué, façon de parler, qu'on y a renoncé parce que la veille, dans l'après-midi, Bastia-Thierry a fait savoir qu'ayant une grave angine, il ne pourrait pas participer à son évasion. Alors il est évident qu'il s'agissait d'un prétexte et que sans doute, dans son fort intérieur, le colonel Bastia-Thierry avait déjà fait une grande partie du chemin vers la mort et vers peut-être le statut de martyr de l'Algérie française, et que nous avons renoncé à notre projet, mais nous avons, comme dans souvent le cas, été les premiers à imaginer cette forme d'évasion. Alors, un deuxième épisode de type fait divers qui intéresse beaucoup de monde et qui vous a intéressé depuis le début, je crois, c'est l'affaire Daval. Oh. L'affaire Daval, avec des rebondissements qui sont en train de se produire, mais je voudrais faire un rappel, puisque maintenant il semble se préciser que le meurtrier n'a pas pu agir seul, quel qu'il soit et quelle que soit son identité. Vous aviez fait cette remarque, vous, dès les premiers jours de cette enquête et les premières révélations. Qu'est-ce que vous en pensez de toute cette histoire? D'abord, c'est les premières révélations, des premiers aveux de Daval, quand il a annoncé qu'il avait étranglé sa femme au cours d'une altercation qui s'était produite, je crois, dans leur chambre à coucher. Tout ceci était totalement invraisemblable et aurait volé en éclats si les enquêteurs avaient fait procéder à une reconstitution, comme c'est le cas habituel. En effet, cet homme est plutôt un gringalet. Et la morte, elle, était une femme sportive. Et donc, il est tout à fait invraisemblable qu'on puisse étrangler quelqu'un debout sans recevoir de lui aucun coup de griffe, aucune trace. Or, les seules traces qu'on ait retrouvées, c'est sur les mains, des griffures sur les mains et les poignets de Daval. Or, ceci semble indiquer, me semble-t-il, en tous les cas conforter une hypothèse qu'elle aurait été étranglée dans son lit, donc immobilisée par ses draps, et dans son sommeil, avec un appui de la nuque sur l'oreiller, de façon à permettre à son assassin en effet, de la conduire à la mort. C'est pour ça que je pense que Daval n'est pas seulement un meurtrier comme le signale la mise en examen, mais un assassin. Alors aujourd'hui, il essaye de faire reporter la responsabilité sur la famille, des gens qui l'ont entouré, et quand il était en pleurs de façon spectaculaire lors des obsèques et après. Donc je dois dire que je souhaite que le criminel dans cette affaire soit trouvé et puni, mais l'attitude de Daval fait peser de grands soupçons sur la probabilité que ce soit lui. Alors, un événement politique et financier et juridique cette semaine, avec la mise en cause par 2 magistrats de la capacité d'action financière du Rassemblement national, l'ancien Front National. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, ce blocage de la subvention publique due par l'État au Front? Je trouve cette décision politicienne particulièrement scandaleuse. Vouloir étrangler financièrement le Front National, qui ne s'appelle plus comme tel, et je le regrette d'ailleurs, par le moyen du blocage de son indemnité de fonctionnement, me paraît absolument aberrant
et appartenir aux méthodes qui étaient généralement dénoncées chez les communistes. Alors, je ne sais pas ce qu'il va en advenir, c'est parce que l'instance d'appel va décider, mais il est certain qu'il y a maintenant une attitude, notamment des membres du syndicat de la magistrature, d'hostilité systématique et illégale, généralement, à l'égard du Front National et plus généralement d'ailleurs des patriotes, telle qu'elle doit être dénoncée avec fermeté. Et nous devons soutenir de tous les moyens, par tous les moyens possibles, la démarche de Marine Le Pen, qui défend évidemment non seulement les intérêts de son mouvement, mais aussi le fonctionnement de la République. Alors, je voudrais faire un petit retour maintenant sur ce 30 juin, où avec vos amis, votre invitation à celle de Jeannie Le Pen, vous avez fêté votre anniversaire. Ah, c'est vrai que nous avons l'habitude de réunir nos amis chaque fois que nous pouvons, dans le cadre, il faut le dire, très beau de Montretout, du pavillon de l'Écuyer. Mais en l'occurrence, c'était nos anniversaires, parce que nous sommes nés tous les deux au mois de juin, pas la même année évidemment, mais moi c'était mon 90e anniversaire, on peut dire pratiquement une date inespérée, si j'ose dire en tous les cas, à laquelle je n'avais jamais pensé quand j'étais plus jeune. Bon. Et il y a eu quelques centaines d'amis qui sont venus, et il y a eu comment dirais-je, une originalité, puisqu'il y avait là la participation des Brigandes, qui sont un groupe de jeunes femmes qui chantent des chansons politiques très engagées, je dois dire, et qui ont, je crois, beaucoup plu à l'auditoire, même si il n'a pas tout à fait eu l'attitude qui aurait convenu de se taire pendant que les chanteuses chantaient. Et enfin, bref, tout ça était très satisfaisant, bien sympathique, et montrait un attachement sentimental, affectif, qui nous a tous l'un et l'autre beaucoup touchés. Et vous avez reçu un amoncellement de cadeaux. Oh, et alors là, un amoncellement de cadeaux tel que je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont apporté des cadeaux extraordinaires, dont je n'ai pas d'ailleurs fini le dépouillement, et qui ont témoigné justement tout de même très concrètement de ce lien qui nous unissait les uns et les autres. Je crois que les gens ont été aussi très contents à cette occasion, dans le cadre du rapprochement avec mes filles, de normalisation des relations familiales qui étaient souhaitées par l'immense majorité de nos amis patriotes français. Voilà. Alors, voilà. À l'année prochaine, si j'ose dire. Croisons les doigts. Et un départ prochain en vacances avec une sérénité retrouvée? Partir en vacances, je suis un petit peu touché physiquement par une attaque bactérienne contre laquelle je lutte énergiquement, comme vous vous en doutez, mais qui me laisse un petit peu quand même, un petit peu faiblard par certains côtés, et moi j'aime pas trop les positions de faiblesse. Alors j'attends en quelque sorte la remontée, le retour en force, en notant au passage, que je n'ai pas dit tout à l'heure, ce qu'il y avait d'extraordinaire dans la Coupe du Monde. C'est la révélation de la profondeur du sentiment national dans les peuples. Et ceux-ci se cristallisent leurs espoirs, se projettent dans l'équipe qui est la leur. Et ceci est un phénomène notoire, car de voir des gens chanter la Marseillaise, la rechanter avec des drapeaux tricolores sur les épaules ou dans les bras, ceci est une preuve d'un redressement du sentiment national dont les politiciens, y compris M. Macron, devront tenir compte dans l'avenir. Sentiment national qu'on retrouvera forcément dans le tome 2 des mémoires, parce qu'il va falloir reprendre ce travail. Alors là, bien sûr, je me suis mis un petit peu préalablement en vacances, si j'ose dire, en vacances de santé, mais il va falloir rattraper le temps perdu et continuer à travailler sur les mémoires de tome 2, qui évidemment, partant de 72 à nos jours,
c'est presque un demi-siècle de vie politique qui est parallèle, en tout cas, à celle du Front National. Par conséquent, je pense que les gens ne seront pas déçus, mais ça aura sans doute une autre tonalité que celle du premier tome, elle était peut-être plus personnelle. Celui-ci sera peut-être plus politique et peut-être plus polémique, ce qui permettra à la presse d'en parler, puisque, en effet, elle n'a pas beaucoup parlé du premier. Je parle des médias en général, pas seulement de la presse écrite, la télévision, la radio, car il y a beaucoup d'émissions littéraires à laquelle je n'ai pas été invité, mais peut-être le saurai-je. Et en tous les cas, ce deuxième tome étant sans doute plus polémique, soulèvera sans doute des réactions qui permettront au public de savoir que Jean-Marie Le Pen est capable d'écrire. Merci Président, et rendez-vous au prochain blog, sans doute encore dans ce mois de juillet, Merci. avant les vacances. Bonnes vacances aussi. Bonnes vacances à tous.